Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain ou Menro sur les réseaux sociaux et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre explorateur spatial des plateformes, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Comment ça va Gauthier ? Ça va super bien, je comprends toujours pas comment personne ne m'entend crier quoi. Pourtant je hurle devant les plateformes. Avec nous aussi, notre monsieur News, Magic Andou est avec nous. Comment ça va Andou ? Ça va, nickel. Merci, bonjour à tous. Et notre invité du jour, TPK, créateur de contenu gaming, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour TPK. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est trop cool de venir un petit peu parler de cette actu des plateformes. Surtout pour le sujet d'aujourd'hui qui me passionne plus que beaucoup en ce moment. C'est quoi créateur de contenu gaming en une phrase ? On crée du divertissement sur la thématique jeux vidéo avec des formats, on va dire, concept. Mais on parle surtout de jeux vidéo, on essaye de vulgariser la chose pour que chacun s'y retrouve un petit peu et vive le sujet différemment avec nous. Très bien. En gros, tu fais du commentaire, du tutoriel, de l'analyse. Un peu de tout ça en même temps, en essayant d'être un minimum pertinent, un minimum drôle, tout ça en même temps. C'est souvent difficile quand même. Presque mission impossible. Ouais, c'est souvent difficile. Au sommaire aujourd'hui de cette émission, un gros plan sur Alien Earth, les premiers pas sur Terre pour la créature emblématique du cinéma d'horreur et une première aventure en série télé donc. Ensuite, vous pourrez retrouver Gauthier pour sa chronique Les Pieds dans le plat. De quoi tu nous parles aujourd'hui, mon cher Gauthier ? On va dire encore les vrais trucs aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais un petit pas de côté et je ne reste pas que sur les plateformes. Je voudrais parler de ce que Disney fait des franchises parce que Disney achète tout, c'est un gros glouton Disney et donc maintenant tout appartient à Disney et que deviennent les franchises une fois qu'elles appartiennent à Disney, c'est ça qu'on va voir. On se fera ensuite l'agenda, ce sera la watchlist de Menro avec une sélection des sorties qui m'ont interpellé cette semaine. On terminera bien sûr par l'interview Originals de notre invité en toute fin d'émission, mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news par Andou. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Et je rappelle que si vous aimez Originals, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez, commentez nos épisodes un petit peu partout, on a besoin de vous. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la plus écrase tout le monde, Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça j'aime bien. Alors Andou, ça y est, ça vient de tomber. Alors ouais, ça vient de tomber et aujourd'hui on a du costaud. Ah oui, là c'est costaud, on a des fantômes, de la nostalgie et une première dans l'histoire de Disney+. On commence tout de suite par HBO Max. Alors c'est quoi l'actu sur HBO Max ? C'est 2 nouvelles séries françaises en approche. La première avec un fantôme culte de la série française qui s'appelle Belphégor. Le retour de Belphégor. Le retour de Belphégor après donc un feuilleton en noir et blanc dans les années 60, puis ensuite un film sorti au cinéma dans les années 2000. Qu'on peut oublier. On peut oublier. On peut tout oublier. Ok, alors c'est parti. Donc J'adore ce film. on efface tout. Et cette année, le Fantôme du Louvre revient dans une toute nouvelle version, un mélange de polar, de drame intime et de surnaturel. Tournage au cœur de Paris donc. Quasiment même dans le Louvre. Et donc cette mini-série fantastique sera en 4 épisodes, produit par Pathé, HBO Max et M6, disponible en décembre 2025. Alors, la deuxième série française qui sera bientôt disponible sur HBO Max, c'est Merteuil. Merteuil. Vous connaissez Merteuil ? Ouais, tout à fait. C'est les lésions dangereuses. C'est en fait, ça. ouais. Exactement, ce sera donc une série. Alors apparemment, c'est une série événement. Alors événement, pourquoi ? Parce que c'est en costume. Qui dit costume dit événement. Hein. Les Trois Mousquetaires, événement. Le Comte de Monte Cristo, événement. Les Télétubbies en live-action. Événement. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc passion, complot et libertinage sous Louis XV. Donc c'est une série qui, en gros, c'est une grande fresque historique. Qui sera librement inspirée des Liaisons dangereuses, avec au casting Anna Maria Vartolomei, Ouais. Diane Kruger, Vincent Lacoste, Lucas Bravo, Noé Habitat et beaucoup d'autres. Ouais, c'est probablement pas la dernière fois qu'on en parle dans Originals de cette série. C'est une grosse série, ça, quand même. C'est une des grosses sorties de l'année, ouais. Ouais, on l'attend très fort et ça arrive le 14 novembre sur HBO Max. Un petit pitch ou... Oh bah écoute, Allez, oui, volontiers. Isabelle volontiers. de Merteuil, orpheline sans fortune, trahie par le vicomte de Valmont, décide de se venger et d'ascensionner tous les échelons du pouvoir, quitte à briser des vies. Alors, amour ou liberté ? On verra. Et... On verra. Ça vient de tomber chez Prime Video. Alors là, gros moment nostalgie. Parce que c'est le retour de la série culte.
Ah, mais Culte. oui. Culte qui avait fait les derrière de la télévision française des années 2000 avec en fil rouge Love le Story. Love Story, C'était- ouais, c'est ça. donc la première saison parlait donc des coulisses de la production de Love Story. Et là, la deuxième saison, attention, c'est du lourd. C'est tourné manège. Non, c'est sur les To Be Free. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Donc ouais, c'est un biopic autour des trois potes, Philippe, Adèle et Franck. Je sais pas si vous avez un préféré. Et, Philippe qui est décédé. Adèle. Oui, oui. Donc voilà, donc on a hâte de voir cette deuxième saison de Culte. Si c'est aussi bien que la première, justement, parce qu'il y a le sujet principal qui sert donc de fil rouge, mais tu as surtout ce que ça raconte derrière de la société et de la transformation Là, je pense que ce sera plus l'industrie de la musique, en l'occurrence, que... alors- Oui, les boys bands. Ouais, les boys bands, le phénomène boys band, en fait. Alors en plus dans la première saison, enfin moi ce que j'avais adoré c'était justement tout le côté production. Là on est plutôt sur un biopic, donc j'ai un peu peur qu'on parte sur un truc encore un peu plus classique d'un succès et des gens qui vont être un petit peu comme on dit déjà, qui vont avoir le fardeau du succès sur eux et qui vont être broyés par l'industrie. Surtout que comme Philippe Nicoli qui est décédé, il y a peut-être quelque chose un peu de pathos qui peut arriver, donc faut faire attention. Après, si c'est écrit aussi bien que la première, sauf le dernier épisode de la première, mais sinon oui, c'est quand même plutôt encourageant. Moi, je Carrément. pense, enfin, c'est ce qui se profile, pardon, excuse-moi, je pense que c'est quelque chose qui va être plus sur l'industrie de la musique, justement, sur comment transformer le paysage. Voilà, les To Be ouais. Free en particulier ont initié une transformation. Je pense que c'est une très bonne idée. J'ai hâte de voir. Voilà, donc entre gloire et amitié, parviendront-ils à ne pas regretter les instants qu'ils ont volés? Oh, Réponse le 24 octobre sur Prime Video. Et voilà, et on termine par donc une nouvelle historique sur Disney+. Et là, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé sur Disney+? Et bien, pour la première fois dans l'histoire des séries live-action de Marvel, une série est renouvelée pour une 3e saison. Donc, dans les séries live-action, on a par exemple WandaVision, il y a... Ouais, et là ça va être Loki. Non, Loki, pareil. Non, Loki, c'est fini. c'est C'est fini. Ouais. Falcon, il n'y a eu qu'une saison. Non, en fait, c'est Daredevil Born Again. Alors, Alors, mais saison attends. 3 a été commandée, ouais. Il y avait déjà. non, il y en a qu'une. Non. Ouais. Il y en a Une qu'une, mais saison. ils ont tellement confiance dans le produit qu'ils en ont validé 2, en fait, coup sur coup. Ouais. Et d'après les insiders du MCU, etc., il y a une raison à ça, c'est que le nouveau film Spider-Man sera un Spider-Man à l'échelle de la rue, pas du tout de menaces cosmiques ou de grands méchants qui veulent détruire le monde. Non, ce sera des menaces dans New York même, avec des personnages liés à justement Spider-Man, le Punisher et tous ces personnages-là, et qu'on voit graviter autour de Daredevil dans la série Born Again. Et donc, comme ce Spider-Man sera le théâtre des opérations de tous ces héros-là, ils ont assez confiance dans les personnages pour faire 2 saisons anticipées. Trop bizarre. 2 saisons. Moi, c'est la seule série Marvel que j'ai pas réussi à regarder. Je me suis arrêté au bout de 2 épisodes. Ça m'intéressait Eh pas ben, du t'en tout. auras 3 à regarder. Voilà, 3 saisons maintenant. Donc, le tournage de la saison 3 commencera à l'été 2026. On annonce déjà un épisode spécial, du coup, avec le Punisher, justement. Tout à fait. Donc, on a tellement Un hâte. téléfilm, en fait. Quoi. Ouais. Et ben voilà, c'était les news du jour. Et merci Andou, effectivement, c'est tout pour les news aujourd'hui. On passe tout de suite au gros plan de la semaine. Et ce gros plan, il est consacré à la série Alien Earth qui est dispo depuis le 13 août à compter de 1 épisode par semaine sur Disney+. Donc là, on en est au 7 sur 8, c'est-à-dire que nous n'avons pas vu le season final au moment où nous enregistrons. Mais c'est quoi Alien Earth ? Eh bien, dans l'espace, il paraît que personne ne vous entendra crier. Mais sur Terre, oui. on peut nous entendre et les grosses bébêtes griffues et dentues au sang acide qui provoquent de belles indigestions sont de retour. Alors ça se passe, comme je l'ai dit, sur Disney+. On parle de quoi ? On parle d'une série de science-fiction, un peu d'horreur. Elle est créée par Noah Hawley. C'est qui ce monsieur-là ? C'est juste le mec qui était derrière Fargo, la ouais. série, et Légion, qui était une tout des à fait. séries de super-héros parmi les plus atypiques. C'est un préquel au premier film Alien de 79. Ça se déroule juste 2 ans avant les événements qui se passent dans le film avec Sigourney Weaver. Et on est sur une terre corporative qui est entièrement dirigée par des multinationales et non plus par des États. Donc déjà, on est dans une configuration un peu différente. Et sur cette terre-là, il y a un vaisseau de recherche de la société Weyland-Yutani, donc l'une des grandes conglomérats qui dirigent le monde, qui s'écrase sur Terre. Et à son bord, justement, il y a plein de créatures un petit peu cheloues et très dangereuses, dont parmi elles, un alien. Si je ne suis pas humaine,
Alors, je suis quoi? Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Des monstres. Si on ne les enferme pas, ce sera trop tard. Donc contre toute attente, la peur de l'autre et l'alien, ça passe peut-être un petit peu au second plan pour des considérations plus liées au transhumanisme, aux hybrides, aux cyborgs, etc. Presque plus proche de Blade Runner que de Alien. Ouais. Moi, je voulais déjà, avant toute chose et de commencer à vraiment parler de la série, savoir quel est un peu votre rapport à la saga Alien. TPK pour commencer. Moi, c'est une série qui a beaucoup marqué ma vie de A à Z, puisque ça a été l'une des premières cassettes que j'ai un peu chippé chez mes grands-parents avec une jaquette un peu bizarre, mais ma grand-mère savait pas trop ce que c'était, donc j'ai dit mamie, je peux regarder? Du coup, oui, ça doit être à ton oncle, vas-y, tu peux regarder. En fait, bon, pas bonne idée, c'était Alien de Ridley Scott, donc évidemment, je m'en suis un petit peu souvenu. Mais ça a un peu marqué ma vie de cinéphile en ce sens que j'ai vraiment apprécié adhérer au cinéma d'horreur avec ça. J'ai ensuite suivi assidûment chaque film qui est sorti, à l'amour et parfois aussi malheureusement à la mort, parce qu'il y a des films qui me sont évidemment, comme tout le monde, restés au travers de la gorge. Les Prometheus, même si je prends la défense de Covenant, ce qui peut paraître être bizarre, le très récent Romulus m'a un peu, on va dire, m'a rabiboché moyennement avec la série, mais voilà, je reste un grand fan de cette série en termes de films, mais aussi en termes de jeux vidéo. Je trouve qu'il y a de très bons jeux vidéo Alien qui marquent un peu cette série. Voilà, moi j'aime bien ce qu'elle propose, j'aime bien un petit peu ce qu'elle a créé aussi, j'aime bien la mythologie, il y a beaucoup de choses que j'apprécie, et voilà, c'est un petit peu mon rapport à Alien. Andou, de ton côté? Moi j'adore les Aliens depuis le premier jusqu'à Covenant. J'ai vraiment tous, même Prometheus et Covenant. Ouais, j'ai adoré. Surtout justement par rapport à la mythologie dont tu parlais, je trouve que Covenant c'est celui où il y a le plus la mythologie. C'est là où on retrouve vraiment l'esprit de Giger dans les décors, dans l'ambiance, le designer général exactement. Du monstre et tout ça. Donc donc moi le premier Alien, c'était à la fois un traumatisme, mais à la fois c'est resté comme l'un de mes films préférés de SF de tous les temps. Donc voilà. Gauthier, le point de vue du cinéphile. En novembre 98, un mercredi de novembre 98 est sorti Alien Résurrection. Et avec un copain, je me souviens m'être dit, on ne connaît aucun Alien, donc avant d'aller le voir, parce qu'il faut qu'on aille le voir le jour de sa sortie, sinon c'est pas drôle, on va tous se les faire d'un coup. Et donc voilà, ce jour où j'ai 14 ans, je découvre ce truc-là en les bouffant de manière un petit peu gargantuesque. Et je sais pas si j'ai très bien fait de faire ça. En tout cas, le premier, j'y suis revenu plus tard, et c'est après mes 20 ans, en le revoyant une deuxième fois, que je me suis dit, oh, ça fait peur ce truc, c'est impressionnant quoi. Et tout comme Andou, moi je suis resté fidèle à cette série de films, même Prometheus et Covenant, qui sont deux préquels, donc deux films qui viennent avant le premier. J'ai trouvé que c'était des films tout à fait intéressants. Et moi, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est depuis que tout ça est passé chez Disney que je comprends plus très très bien le programme. Mais si, c'est vraiment c'est une franchise qui va vraiment au fin fond de la terreur et de la noirceur de l'âme humaine et de ce qui nous fait horreur, quoi. Et je trouve ça très très réussi. Moi, en une phrase, je fais partie de ceux qui adorent le premier parce que on n'a pas de moyens, mais on a des idées. J'aime beaucoup le 2. Je suis un très très grand défenseur du 2 parce que on a des moyens et des idées. Et on a des Space Marines quoi, et des dans Space le 2, Marines mais c'est une génial. reine. J'aime énormément le 3, même si c'est un film que David Fincher a détesté à cause des moyens de la production et tout ça, parce que on a des idées, on a des moyens, mais on va faire comme si on n'en avait pas. Et il y a quelque chose de vraiment bien. C'est vraiment ma trilogie de cœur. Et après, je suis un peu moins fan dans la globalité. Voilà, si je devais faire un petit tour d'horizon. Reconcentrons-nous sur le sujet du jour. Donc on rappelle qu'on parle de Alien Earth, la première série dérivée de l'univers de Alien. En un mot, vous en avez pensé quoi? Vraiment en un mot, parce qu'on va creuser après avec pas mal de questions. Andou? Génial.
Toi, t'es convaincu à mort. Alors, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, mais moi, je suis à fond dedans, là. Ok. Gauthier Hyper bien produit, délicieux à regarder. Je les attends semaine après semaine. Et après, moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que je comprends pas très bien le programme, mais je comprends pas pourquoi ça s'appelle Alien, au fait. Mais voilà. Mais sinon, c'est une très belle série. Alors, le fan d'Alien, il en pense quoi ? Extrêmement décevant. J'ai pas d'autres mots. D'accord. Moi, pour ma part, je n'arrive pas à trancher. C'est-à-dire que tout ce que je vois, je suis plutôt convaincu. Et après, quand j'y repense par rapport à tout ce que ça représente de Alien, je trouve qu'on est dans un exercice de style un peu différent. À chaque fois, on est la porte à côté. Donc, Après, du coup, je pense que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être le croisement entre Blade Runner et Alien que je trouve... que j'adore, en fait. Oui. Alors, première question. Alien Earth, ça se présente comme un préquel, on l'a dit, ça se passe avant le premier Alien. Est-ce que c'est une porte d'entrée pour le public, pour la saga Alien, ou c'est plutôt un prolongement pour les fans ? Très clairement, ce qui m'apparaît, moi, comme étant le point de départ de cette série, c'est que pendant tous les films, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que l'alien arrive sur Terre. Et que là, la série, qui s'appelle donc Alien Earth, le point de départ, c'est de nous dire, ça y est, il est sur Terre. Et du coup, on est tous un peu là à se dire, bah chouette, on va voir le carnage que ça fait un alien qui arrive sur Terre. Quoi. Des gens au milieu de New York, dans les égouts, tout ça. Voilà, ça va être la fin de l'humanité. C'était la même chose avec la franchise Jurassic Park, au fait. À chaque fois qu'on nous dit, les dinosaures vont aller sur le continent et vont se répandre sur toute la planète, on va se dire, mais ça va être dingo. Et en fait, très vite, on se dit... Ouais, mais un film ou même une série ne peut pas faire ça parce que c'est un pari qui est trop lourd. T'es obligé de délimiter un peu ton action et là, c'est pas une première erreur, mais c'est déjà une première petite déception, c'est que le vaisseau s'écrase sur Terre, mais il s'écrase dans un bâtiment sur une île. Oui, fait. genre il est sur une île grande comme la Jamaïque, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, la menace, elle est déjà tout de suite contenu dès le premier épisode, quoi. Après, ils savent nager, les aliens. Oui. TPK, tu penses que cette série, c'est un truc vraiment d'entrée ou c'est vraiment pour les fans qui ont déjà tout enquillé Je sais même pas te dire parce qu'en vérité, les fans vont pas vraiment se retrouver. Alien Earth, la promesse déjà pour moi est absolument pas tenue parce que, comme tu l'as expliqué, Gauthier, c'est que en fait, la menace s'est contenue extrêmement rapidement dans la série géographiquement, mais aussi même dans l'intrigue. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un Alien versus Predator Requiem qui répond peut-être même plus à la question de ça fait quoi des xénos sur la planète Terre. Et genre, en fait, tout ce que m'a donné envie de faire Alien Earth, c'est d'aller remater Alien versus Predator rien que pour cet aspect-là, bref. Mais ouais, c'est bizarre. C'est-à-dire que ça ne te donne pas assez d'éléments pour t'intéresser à la saga Alien autre que « Oh, le xéno, il fait peur, bouhou !» Et à la fois, en tant que fan, ça ne répond à aucune question parce que la série ne se pose pas plus de questions que ça par rapport à la mythologie alien. Elle ne s'en pose pas. Elle s'en pose une que personne ne voulait savoir, à savoir comment est-ce que les xénos communiquent. Ce qui n'est pas un spoil. Oui, il y a quelqu'un qui parle le xéno dans le truc. Oui. Et genre, on s'en fout. Genre, ce n'est pas mon problème. T'imagines, tu fais un montage où tu mets Christian Clavier dans Les Visiteurs qui fait des bruits au téléphone et tu fais réagir l'alien à ça. Oui. Et donc, au final, je me dis que le fan d'Alien, par exemple, que je représente, et je suis très bon public, je ne suis pas le fan d'Alien acharné qu'il faut respecter la mythologie parce que, il faut le savoir, la saga Alien est une saga qui se marche beaucoup sur les pieds. On se contredit beaucoup d'un film à l'autre. On essaye de créer des choses différentes qui invalident la chose d'avant. Enfin, c'est vraiment une saga qui a beaucoup de bizarreries en fait dans sa genèse et en fait dans son développement scénaristique. Mais là, ça ne prend aucun risque en vérité. C'est un peu pisse-froid sur plein d'aspects. Et en fait, moi je me dis, on arrive sur Terre, pas mal. Le xéno, on connaît un petit peu son penchant à vouloir se reproduire avec tout et n'importe quoi. Je vais peut-être avoir une xénomouette, tu vois, ou un xénochat de gouttière. J'en sais rien, fais-moi rêver. Rien de tout ça. Remballé, on n'a pas d'idée. Et au final, le fan d'Alien, je pense qu'il ne se plaira pas plus que ça. Alors le thème central, effectivement, c'est plus l'hybridation, le transfert de conscience. Est-ce que ça prolongerait pas quand même un peu la réflexion philosophique qu'on a déjà vue dans la saga à travers David dans Covenant, l'intelligence artificielle, l'humanité, la survie, ou est-ce que c'est vraiment un visage inédit, le fait d'avoir comme ce personnage de Wendy qui est un hybride humain synthétique, ça change la nature de la franchise ou c'est un prolongement pour vous? Je voudrais dire un truc là-dessus, c'est que toute la série passe épisode après épisode à faire des clins d'œil et des comparaisons encore et encore avec Peter Pan. Oui, et insupportable. Au bout d'un moment, c'est un peu relou. Parce que, alors moi je l'interprète comme ça, c'est que je pense que Peter Pan comme Alien sont deux fables sur le viol.
et donc il y a peut-être un propos là-dessus. Ah oui. Ouais. Parce que je peux pas croire que cette petite Wendy qui se fait visiter nuit après nuit par quelqu'un qui lui dit de penser à des choses heureuses pour qu'elle puisse s'envoler au pays imaginaire ou je sais pas trop quoi. À mon avis, il y a un sous-texte bien dégueu. Et puis Alien, le sous-texte, on le connaît. Voilà. Mais oui, alors il y a quelque chose d'intéressant sur l'adolescence, sur ces enfants. Certains des personnages principaux de cette série sont des enfants qu'on a transférés dans des corps d'adultes. Et donc, ils sont condamnés à être à la fois éternellement des esprits d'enfants dans des corps de grands. C'est intéressant, mais encore une fois, pourquoi il faut que ça s'appelle Alien, ce truc-là ça parle de complètement autre chose, au fait. Quoi. D'ailleurs, les acteurs et actrices qui jouent ces adultes qui sont censés abriter des âmes d'enfants, ils le font particulièrement bien. Ils le font très bien. C'est très bien incarné. C'est vraiment assez bluffant quand ils ont des réactions, même dans la gestuelle. Mais du coup, je suis d'accord avec toi, et pour rebrancher à ta question, c'est-à-dire que le synthétique, on va dire l'être artificiel a toujours été le fil rouge dans la saga Alien, parce que soit c'est l'antagoniste comme dans le 1 où c'est le visage de la Weyland-Yutani, c'est vraiment il fallait un antagoniste, donc c'est le synthétique. Dans le 2, c'est plutôt la personne qui va aider, une sorte de mentor quelque part, qui prend les bonnes décisions. Et dans le 4, en fait, c'est littéralement la personne la plus humaine du groupe. Donc en fait, on a vraiment une évolution du synthétique dans ce qu'il représente. Le problème, c'est que là... on a un synthétique normal. On a un synthétique normal. Classique. On a des cyborgs, donc c'est-à-dire des êtres humains à qui on a greffé globalement, ta machine à café, au choix, aspirateur, etc. Donc c'est-à-dire des êtres humains augmentés avec la machine. Ils ont le Bluetooth, 5G et tout le bordel. Et tu as donc ces hybrides. Mais je veux dire, en tant qu'œuvre de science-fiction premier degré, j'ai déjà vu, entendu ça des dizaines de fois. C'est-à-dire que Alien Earth ne prend pas de risques sur ces sujets. Alien Earth ne fait que recracher ce que la science-fiction internationale a déjà pensé depuis des dizaines d'années vis-à-vis de ces sujets. Alors, du coup, j'ai une question qui rebondit là-dessus. C'est que, avec plus de 45 ans depuis la première apparition, est-ce qu'on n'a pas fait le tour de Alien ? Est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer l'horreur vers d'autres enjeux, d'autres technologies, d'autres corporations ou d'autres dérives scientifiques ? Moi, je pense pas qu'on ait fait le tour d'Alien. Je pense que c'est une créature sur laquelle on peut raconter des choses encore et encore et encore. La preuve, là on vient d'entendre des spin-offs géniaux sur un alien mouette ou un alien chat de gouttière, ce qui est génial. Tout de suite, j'ai beaucoup plus envie de regarder ça. Mais non, je pense qu'on peut encore en faire beaucoup de choses si on a un intérêt pour cette créature et si on a envie de la filmer. Là, je trouve ça... Et je trouve ça même curieux que dès le premier épisode, on sache qu'il n'y a pas une créature, mais 4 ou 5 créatures différentes. Il y a même un œil avec des tentacules. Enfin, c'est le Big Boss, ça, en plus. C'est vraiment le monstre le plus... C'est le seul monstre qui intéresse le scénariste, on dirait. Mais c'est peut-être cool, c'est peut-être des créatures intéressantes, elles aussi. Mais pourquoi t'appelles ça Alien si tu veux pas... Tu sais, c'est comme... On est allé voir les Schtroumpfs avec mon fils David cet été, et on a découvert que dans les Schtroumpfs, il n'y avait pas Gargamel, mais il y avait aussi le frère de Gargamel qui s'appelle Razamel, et que le grand Schtroumpf, il a 2 frères et tout ça. Pourquoi vous faites ça ? C'est trop. On a déjà un Big Boss, on a déjà Gargamel avec son chat. Il est déjà intéressant. N'en fais pas un deuxième qui serait encore plus fort, on s'en fout. Ça nous intéresse pas. Et puis surtout, voir une créature comme l'alien qu'on voyait de manière un peu bondir au détour d'un couloir, d'un croisement, avec sa tête cylindrique qui se dissimulait dans les jets de vapeur et ce genre de trucs. Là, on l'a dans la jungle en plein jour, ça fait franchement moins peur. Oui. C'est devenu un petit toutou qui répond à la... Atroce, cette scène est atroce parce que genre vraiment en fait ça m'a rappelé Jurassic Park avec Blue et Chris Pratt qui tend la main et qui dit va me chercher mes merguez, va me chercher mes... genre mais what, genre le principe de l'alien c'est que le xéno il tue parce qu'il peut tuer, il tue pas parce qu'il se pose des questions philosophiques de dis donc suis-je en capacité, non il le fait parce que c'est un prédateur intergalactique alpha oméga ce que tu veux, et là le fait de voir qu'on peut a priori lui dire et lui apprendre des tours, moi j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, et surtout que pour répondre à ta question je pense que l'alien en fait l'univers étendu, les comics, les fans ont déjà créé des histoires qui sont tellement plus intéressantes, puisque le principe de l'alien c'est que de fait on est basé sur des colonies d'aliens avec la reine etc, un petit peu comme des fourmis, des abeilles, et sur ce même principe il y a des mecs qui ont dit tiens mais dans les colonies de fourmis il y en a un qu'on oublie à chaque fois, c'est le roi ou le roi abeille qui existe plus ou moins, enfin bref, mais ils ont essayé d'aller dans cette direction, ils ont essayé de faire des classes d'aliens, même les jeux vidéo s'emparent de ces sujets-là. Moi, je m'attendais à ce que Alien Earth, en fait, prenne à bras-le-corps ces sujets, par exemple de Covenant, qui dit si j'hybride ça avec ça, il va se passer ceci, tu vois. Et c'est pour ça que si je reprends l'exemple un peu bizarre de la xénomouette, c'est
en fait, vrai. Moi, j'aurais voulu voir ça. On peut aller tellement plus loin. Alors, peut-être pas sur une mouette en vrai, mais. Peut-être pas sur une mouette. Imagine un éléphant. Alien, un c'est xéno top. éléphant. Et d'autant que tous les films apportent son lot de mythologie en plus. Alien 3 disait l'alien prend des caractéristiques physiques de son hôte. C'est pour ça que l'alien dans le 1, il est sur 2 pattes, etc. C'est un homme. L'alien dans le 3, il est sur 4 pattes. L'alien 4, on voit carrément qu'il y a une reine alien qui a un utérus humain. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un truc assez fort, puissant. Alien Earth, on dit... Oui, bah si tu te branches sur 107.7 FM Xeno, là, tu peux lui envoyer des messages et puis il va te chercher tes pantoufles. Il devient ton pote, ça devient ton meilleur pote, l'alien. La folie. Est-ce que, alors on va revenir quand même, il y a quelque chose qui est respecté et qui fait écho à vraiment la plupart des films de la saga Alien, c'est que cette franchise a souvent mis en avant des héroïnes fortes. On a vu Ripley, il y a eu Shaw, il y a eu Daniels. En quoi Wendy, elle s'inscrit dans cette lignée-là pour vous ? Moi, je suis pas mécontent de ça. Je trouve que ça fonctionne assez bien et effectivement, le fait que cette saga Alien ait toujours été historiquement drivée par des personnages féminins forts, ça fait partie de l'ADN du truc, quoi. Donc là, dès le premier épisode ou le deuxième épisode, l'avoir décapité un alien avec une épée, je me suis dit, hey, badass, j'aime bien, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choix de scénarios qu'on a du mal à suivre quand on est très fan de cette idée que l'alien, c'est le méchant ultime et qu'il va juste tout détruire sur son passage, quoi. Un mot sur voilà, on voit une société, deux sociétés en train de se battre pour essayer de récupérer justement ce matériel biologique que sont ces extraterrestres dangereux et pour essayer de justement faire des recherches dessus, peut-être des armes. On connaissait déjà la Weyland Yutani, de nom en tout cas. Là, il y a une nouvelle société qui est drivée par une sorte de magnat un peu gosse, tête à claque, plein d'argent, qui fait ce qu'il veut, etc. Est-ce que c'est dans l'air du temps ? Est-ce que c'est un peu too much ? Comment vous le trouvez, ce personnage ? Moi, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant de la série parce qu'il est aussi détestable qu'en fait, il amène des sujets qui sont cool. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un génie, il s'autoproclame génie, quelqu'un de au-dessus du lot. Et d'ailleurs, dans la série, il fait constamment appel à ce besoin de connaissance. Il est toujours en train de rabaisser son vis-à-vis, son interlocuteur, non pas parce qu'il le trouve moche ou quoi que ce soit, non, c'est juste qu'il se trouve infiniment plus intellectuel en fait que la personne en face. Et la raison de ses recherches pour lui, c'est justement de trouver quelqu'un qui sera aussi intelligent que lui pour avoir une conversation qui l'élève. C'est ce qu'il recherche, une conversation. Il y a d'ailleurs une scène où il a une pomme dans les mains, bon évidemment la pomme, le fruit défendu, tout ça, le savoir. Donc en fait, c'est pour moi l'un des personnages les plus intéressants, d'autant que ça répond effectivement à ce côté Weyland Yutani que Alien vs Predator, encore une fois, avait mis en avant. Et c'est super intéressant. Le problème, c'est que Alien Earth, si la branche de fou avec le personnage de Yutani en face, qui est que je comprends pas, parce que oui, bon d'accord, elle est beaucoup moins intéressante, et surtout qu'on a une scène qui, moi, personnellement, je me suis dit, mais ils ont le droit de faire ça, c'est quand on voit Yutani dans ses quartiers. Bah oui, vu qu'elle est japonaise, bah oui, elle a un cerisier dans sa salle, et puis elle a des samouraïs ninja avec des armes à feu dans son... Et je suis en mode, mais on a le droit de faire ça. Oui, les japonais du kung-fu. Les japonais du kung-fu avec des armes à feu en tenue de ça. Je suis en mode, mais quoi ? Et je me dis, comment ils sont capables de faire deux personnages diamétralement opposés ? Et c'est caricatural. Mais c'est même pas que c'est... En fait, j'ai hurlé, j'ai mis pause, j'ai crié. J'ai dit, non, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que je ne suis pas japonais, mais si j'étais japonais, je pense que je serais très énervé. Moi, je l'aime bien ce méchant qui est un enfant, au fait. C'est un enfant à la tête d'une entreprise. Et ça fait un écho avec les enfants dans les corps des adultes. Oui, c'est ça. C'est le Peter Pan original. Et ce qui est de fort, c'est que comme c'est à la fois un gamin et le maître du monde. Et comme c'est un gamin d'apparence, c'est un maître du monde qu'on va constamment infantiliser. Et lui, il va te renvoyer dans la gueule qu'au fait, il est plus intelligent que toi. Et donc, ça aide à faire un bon méchant qui est toujours un petit peu sur le ton de la surprise, quoi. On conseille à qui cette série, malgré tout, les opinions diverses que vous avez pu justement mettre en avant ? Déjà, moi, je la conseille au plus grand nombre de gens possible, parce que même si j'en dis parfois du tort, c'est quand même une série qui est hyper bien produite et qui est hyper agréable à suivre. Vraiment, c'est assez beau à voir. On se fout pas de notre gueule. Le personnage de Kirsch, donc c'est un androïde avec des cheveux blancs décolorés. Timothy Olyphant, pardon. Timothy Olyphant, oui, voilà.
voilà, c'est pour ça que si vous l'avez vu sur Twitter, c'était Dominique de Villepin et Amélie Poulain contre les aliens. Vous verrez les personnages, leur ressemblance. Et il est quand même, lui, assez intéressant aussi, cette ambiguïté. Oui, puis c'est un très bon acteur, hein, Timothy Olyphant, en plus. Et il est vraiment très très bien. Ouais. Il y a eu une galerie de personnages assez chouette là-dedans. On n'a pas parlé de tout le monde et on a beaucoup cité de défauts ou de choses qui trahissent un petit peu notre manière de voir Alien, mais c'est quand même c'est vachement beau, c'est vachement intéressant. Peut-être que ça intéressera des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup à Alien en soi, mais qui veulent voir une série de science-fiction raconter plein de trucs et prendre des libertés avec cet univers. Voilà. On conseille à qui ? Je vais reprendre les mots de Gauthier parce qu'en vrai, je pense que c'est une bonne introduction à des thématiques de science-fiction qui sont certes éculées, mais qui, je pense, s'il faut commencer quelque part, je pense que je reverrai par là. C'est pas une série qui fait peur. Je ne trouve pas que cette série crée de l'attention. Elle est gore, mais elle ne fait pas peur. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'elle échoue à créer de l'attention. Elle essaye, mais elle échoue. Il y a un épisode, l'épisode 5, où je me suis arraché les cheveux d'effroi, mais à l'envers. Je pense qu'elle ne fait pas peur. Donc c'est pour ça que je la recommanderais quand même assez volontiers. Et comme tu as dit, Gauthier, c'est que ça reste très bien produit. Ça reste méga joli. C'est peut-être même anachronique avec les épisodes, on va dire les films classiques, parce que Alien, c'est censé être une technologie sale, etc. C'est censé être vraiment les gros CRT, les gros tubes cathodiques. Là, c'est vrai qu'on est un tout petit peu loin. C'est peut-être un peu trop propre, selon moi, mais franchement, c'est bien fait. Il y a peut-être un truc que je lui reproche, c'est vraiment le rythme. Je pense que le rythme, on oscille entre des dialogues, justement, entre ces personnages, certes hauts en couleur, mais sur des thématiques qui tournent en rond, selon moi. Donc, le rythme pêche un peu, mais sinon, globalement, je tendance à la recommander assez facilement. Oui. Merci à tous. Je rappelle donc Alien Earth est disponible sur Disney+ depuis pas mal de semaines. Le season final, c'est mercredi prochain. Et Gauthier, si c'est sur Disney+, tu nous disais tout à l'heure que Disney avait acquis au fur et à mesure de ces dernières années pas mal de franchises. Et ça t'a inspiré et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, tu nous amènes où cette semaine ? Ouais, on va dire les vrais trucs, on va aborder les vrais sujets. Alors, Disney, surtout depuis 2012, puisque c'est en 2012 que Disney rachète la franchise Star Wars, il me semble. Disney est un peu glouton et Disney rachète des trucs énormes. Disney rachète la Fox, par exemple. Voilà, on pensait pas que c'était possible. 20th Century Fox, là, on se souvient du logo avec exactement, la fanfare et tout. On pensait pas qu'une telle chose était possible de racheter la Fox. Bah si, Disney, ils peuvent racheter. Donc quand ils rachètent la Fox, ils rachètent toutes les franchises Fox qui viennent avec. Alien fait partie du lot. Donc maintenant, Alien, c'est chez Disney. Vous savez, le petit Mickey, là, Alien. La plus belle princesse Disney, si je peux me permettre. Oui, absolument. C'est quand même totalement contre-intuitif, mais bon, voilà. Donc, une fois que Disney rachète toutes ses franchises, Indiana Jones aussi a été racheté par Disney, puisque Lucasfilm appartient à Disney, il me semble maintenant. Oui, c'était pas que Star Wars, ouais, c'est tout voilà. Lucas. C'est ça. Donc maintenant que Disney a toutes ses franchises, Disney fait absolument ce qui est naturel de faire une fois qu'on a un catalogue de franchises, c'est de faire vivre ses franchises, ce qui est totalement normal. Mais du coup, dans toutes ces franchises, il y a un avant Disney et un après Disney. Et il y a un moment où Disney a racheté et Disney étend ses franchises comme Disney l'entend. Alors, il n'y a pas un grand méchant Disney, tout ça, c'est des gens qui réfléchissent et qui font des poules de scénario et tout ça. C'est pas le grand méchant Mickey qui est derrière. Oui, c'est pas la sorcière de Blanche-Neige qui tend ça. une pomme. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais je trouve, personnellement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que dans toutes les franchises qui ont été récupérées par Disney, ça se sent. L'après Disney, l'après rachat, ça s'est senti de manière très très forte avec Star Wars, où à l'époque où on avait le site Le Grand Pop, j'avais fait plein d'articles là-dessus pour dire à quel point je trouvais que les 6 premiers Star Wars, on peut les trouver défectueux, on peut y trouver à redire des choses sur la prélogie, on peut trouver ça moche, etc. Mais au moins, on sent qu'il y a un artiste derrière qui fait un tout cohérent. C'est l'histoire d'un mec, Star Wars, c'est l'histoire d'un mec qui est radicalisé, qui devient un peu le chef des terroristes et tout ça. C'est cohérent. Et une fois que Disney rachète et fait 7, 8, 9,
on comprend plus du tout le programme. Le 7, c'est à la fois un remake, un reboot, une suite. Bon, c'est more of the same, mais pas trop of the same. Enfin bon. Le 8, tout le monde l'a détesté. Je suis le seul à le défendre parce que je le trouve joli, mais tout le monde est là à dire ah mais n'importe quoi, ça fait faire n'importe quoi à l'univers Star Wars et tout ça. Et ensuite, il y a eu le 9 qui, alors là, pour moi, est le désaveu total. C'est l'épisode tout plat, l'épisode fade, l'épisode où il y a rien, l'épisode où ça ressemble à du Harry Potter qu'aurait mangé du Narnia. Enfin, c'est les frères Pétard avec Coluche et Jacques Villeray, tu vois. C'est ça va pas du tout. On en avait parlé aussi à l'époque du Grand Pop, mais Indiana Jones, qui est vraiment une saga pour moi, qui est vraiment, si j'ai un doudou, c'est celui-là, quoi. Je sais que le 4 a énervé beaucoup de gens parce que ça se passe longtemps après et qu'il est vieux et qu'il y a des extraterrestres et tout ça, mais revoyez-le, le 4, ça reste un épisode d'Indiana Jones pur sucre. Il n'y a pas de problème. Tous les passages sont là parce qu'il y a toujours Spielberg qui est derrière. Et Spielberg, il sait ce qu'il doit faire à Indiana Jones. Mais ensuite, quand on file ça à Disney et que Disney dit « Bon, ça sera pas Spielberg, ça sera tel autre mec qui va le faire parce qu'on s'en fout. Fais-nous du Indiana Jones, mon gars. Allez, on reprend Harrison Ford, il y a plus de 80 ans, on s'en tape. Allez. » Ça se voit qu'il y a zéro programme. Ça se voit que même pour filmer un bout de trottoir, maintenant, ils font des CGI et tout. Ça n'a plus d'âme du tout. Le 5e était peut-être un film que les gens ont bien aimé, mais de toute façon, ça s'est banané, personne n'est allé le voir, et ça n'a pas beaucoup de goût. Ça a juste pas le goût d'un Indiana Jones, ça a le goût d'un film d'action. Ça pourrait être n'importe quel héros à la place. Et là, avec Alien, depuis que Alien a été racheté par Disney, on a eu un film, Romulus, et une série maintenant, Alien Earth. Romulus qui aura une suite bientôt. Et Romulus qui aura une tout à fait, qui s'appelle Fede Alvarez, c'est ça. Il reste Ridley Scott en producteur qui supervise tout ça de loin, mais je trouve que déjà Romulus faisait des pas de côté énormes avec la franchise. Il y a une obsession chez Disney, c'est de ressusciter des morts en CGI. Donc là, il prenait Ian Holm et il le refaisait en CGI. Et je le dis à ce micro, mais une fois que je suis mort, moi, vous me faites plus enregistrer des épisodes d'Originals et tout ça. Hein. Une fois que je suis mort, je reviens pas avec l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi. Donc je trouve que Disney fait pas bien de faire ça. Je trouve qu'il y a une question morale derrière et que c'est pas cool de faire ça aux gens. Romulus, c'était un film qui s'inscrivait pas trop dans la saga originale. C'était un épisode un petit peu solo. En menu best-of, moi je l'aime bien l'appeler. Oui, un peu, mais finalement, il n'y avait pas de moment où tu te disais ça, c'est un grand moment de la saga Alien. Il est à retenir pour ça. Et ça m'énerve d'autant plus que, je sais pas si on l'a pas encore cité ça, mais c'est quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que la franchise Alien, avec tous ces prequels là, il en manque toujours un bout. Il y a un trou dedans, quoi. Alors, est-ce que Disney pourrait juste rafistoler là le trou et puis ensuite on lui fera faire dire tout et n'importe quoi à la saga Alien, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut combler le trou qui existe dans cette franchise avant d'aller plus loin ? J'ai un petit peu l'impression que Disney aime bien ses franchises mais n'a pas du tout pour but ou pour intérêt de faire vraiment des épisodes supplémentaires à ses franchises. Disney préfère être Disney, raconter des trucs de Disney et avoir ses franchises comme habillage plus que pour s'intéresser à ces personnages. Mais voilà. C'est comme dans le MCU, on a d'abord une date, oui. Et cette date doit devenir un film, et doit devenir un produit pour pouvoir exploiter une franchise et ne pas la perdre au niveau des droits et ce genre de... Enfin, il y a toujours des histoires comme ça, donc ouais, c'est un peu dommage. Voilà, je n'en veux pas à cette enseigne de faire vivre des franchises. C'est totalement normal. Je trouve juste que j'aimerais bien leur rappeler une fois de temps en temps qu'il y a de l'art derrière. Au fait, voilà. Et cet art, c'est pour ça que les franchises sont populaires. C'est parce que au départ, il y a un truc artistique bien et il faut s'y intéresser aussi. Au fait, voilà. Je ne sais pas si ça trouve écho chez vous. Moi, je suis super d'accord avec toi. J'y mets même le MCU depuis Post-Endgame dans la même logique. Mais en fait, l'univers Marvel, il a trop peu de temps été en dehors de chez Disney pour qu'on sache vraiment ce que ça serait devenu si c'était pas Disney. Pour moi, dans ma tête, le Marvel, l'univers cinématographique Marvel, c'est vraiment un truc de super-héros de chez Disney. Mais alors que dans le cas d'Indiana Jones ou de Star Wars ou d'Alien, ça a existé longtemps avant. Donc on peut voir un avant et un après, quoi. Merci beaucoup, Gauthier. Je vous en prie. Je propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine.
Et cette semaine, on va parler des sorties comprises entre le 22 et le 28 septembre qui ont retenu mon attention. On va faire ça très rapidement, si vous le voulez bien. On va parler déjà d'une série qui est sortie jeudi dernier, le 25 septembre, sur Netflix. Ça s'appelle Indocile, et c'est une série au relent de thriller psychologique et de mystère avec Toni Collette. Le sujet, c'est quoi ? C'est une petite ville qui accueille une école pour adolescents en difficulté. Et en fait, il y a un policier local qui commence à suspecter que dans l'école, la fondatrice, qui est une femme un petit peu charismatique mais un peu chelou, elle cache des secrets inquiétants. Il y a 2 adolescents qui ont tenté de s'échapper de cette académie. Ils vont faire équipe avec le flic pour justement essayer de trouver qu'est-ce qui se passe derrière les murs de cet établissement. C'est 8 ou 9 épisodes sur Netflix. On reste sur Netflix avec le nouveau projet du papa de Peaky Blinders. Et ça devrait plaire aussi aux fans de Succession. C'est sorti aussi jeudi dernier. Ça s'appelle House of Guinness. C'est la saison 1. Et en gros, c'est Succession et Peaky Blinders, mais avec de la binouse, hein, bien sûr. C'est pour moi. Voilà, donc c'est pour tous les fans de ciel gris, de shop bien rempli, de saga familiale sur fond de violence sociale. Et de musique anachronique aussi. Et de musique anachronique, tout à fait. 8 épisodes pour une saison 1, donc évidemment ça va être la succession, la mort du grand padré, 4 frères et sœurs qui vont se disputer l'Empire, et tous ils ont des secrets, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Alerte Enlèvement sur HBO Max, un thriller qui illustre vraiment l'adage être là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça sert sur la notion d'assistance à personne en danger. J'aime beaucoup le pitch. Puisqu'on a Jack et Shane qui sont en covoiturage et quand ils reçoivent une alerte de type alerte enlèvement enfant, etc. sur leur téléphone, ils se rendent compte que la voiture qui est juste devant, c'est la voiture du suspect. Donc vous faites quoi ? On ferme sa tronche, on appelle les flics, on le suit. Voilà, donc le pitch du film, c'est ça. Et après, c'est une course-poursuite et ils vont évidemment mettre leur vie en danger. C'est sur HBO Max et c'est un film. Ça s'appelle Alerte Enlèvement. C'est disponible depuis hier aussi. Sur Netflix, on a un autre film avec Omar Sy et Sarah Giraudot, une rom-com, donc une comédie romantique. Vous avez jamais rêvé de sortir avec une star de ciné ? Ouais. Et ben c'est l'histoire de Abel Camara, qui est une superstar, c'est Omar Sy, qui est souvent sous le feu des projecteurs, et un jour il croise Marion, une serveuse, et évidemment c'est le coup de foudre. Sauf que elle n'est pas forcément adaptée, elle a pas connaissance de cet univers-là qui est complètement sans pitié, les feux de la rampe, et évidemment eux ils vivent un amour parfait, et ils vont devoir affronter les préjugés et la lutte des classes, tout ça. On en a parlé il y a quelques minutes de cette série. De ce film, on m'a dit que c'était vraiment fait avec le moule de la comédie romantique. Complètement. Enfin, on a un film sur Apple TV+, qui s'appelle All of You, qui réunit, mine de rien, que je dise pas de bêtises, Imogen Potts et Brett Goldstein, qui est un célèbre humoriste anglais, que tous les fans de cette série sur le foot Ted Lasso connaissent bien. Voilà, c'est une histoire d'amour, mais sur fond un petit peu de science-fiction, avec 2 amours d'enfance qui évoluent, et puis tout d'un coup elle fait un test, et donc elle se dit que peut-être que c'est pas l'homme de sa vie parce que c'était trop simple et que elle a envie d'aventure, et tout d'un coup il y a les possibles, ce qui aurait pu être l'histoire d'amour, ce qu'elle peut devenir selon voilà, donc All of You, c'est sur Apple TV+, ça dure qu'1 heure et demie. Je rappelle aussi que cette semaine c'est la sortie de Alice in Borderland saison 3 sur Netflix, le remake de Cat Size en dessin animé sur Disney+, Slow Horses saison 5 sur HBO Max, et sur Apple TV+, et que je fais un petit encart. Voilà, c'est la première fois que sur une plateforme vous avez la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais en version longue. Ah oui, et là pour le coup, je vous assure que c'est plus long, mais plus c'est long, plus c'est bon. Parce que vraiment là, le montage est mieux fait, le rythme aussi. Je vous le conseille vivement si vous pensez avoir tout vu. Vous n'avez encore rien vu. C'est là-dessus que s'arrêtent les sorties, et on va enchaîner directement avec l'interview Originals de notre invité. TPK, je te rappelle le concept. 10 questions en moins de 10 minutes, même de 5, on peut faire ça bien. Ouais. Pour cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Oui, absolument. Ok, on est parti. Quel est ton premier souvenir de plateforme ? Waouh. Ok. Je suis pas sûr d'en avoir véritablement dans ma tête là tout de suite maintenant. Je pense que ça doit être BoJack Horseman.
Ok. Je vais dire BoJack Horseman, voilà. Du coup, qui était sur le catalogue Netflix, donc en plateforme, que j'avais regardé en VF parce que les circonstances faisaient que c'était ma copine de l'époque qui m'avait introduit à BoJack Horseman. Et là, je suis en train de le revoir BoJack Horseman en VO, de fait, avec ma chère et tendre d'aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs de me faire découvrir en VO. Et c'était mon premier gros contact avec la plateforme, et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, le fameux Netflix, qui à l'époque, on va dire, bien commençait à exploser en France de par son usage, et qui, je crois, a vraiment pété pendant le confinement, véritablement, j'ai compris, en fait, ce que c'était que cette plateforme, et je me suis dit, ah la vache, c'est un peu ce dont, moi, gamin, il y a 25 ans, j'aurais adoré avoir, en fait. Est-ce que ta conso ciné ou télé a changé depuis l'arrivée des plateformes ? Absolument. Je pense que, pourtant, je ne suis pas un très très grand consommateur, mais effectivement, ma consommation cinéma a, je pense, chuté. Télé, je pense que c'est aussi par d'autres moyens. Je pense qu'étant un enfant d'Internet, j'ai de toute façon quitté la télé assez rapidement. J'ai 30 ans, donc effectivement, moi, ça coïncide pas mal. Mais oui, effectivement, je pense que les plateformes ont fait un peu arrêter d'aller au cinéma, oui. Attention, est-ce que tu regardes des contenus sur ton téléphone ? Jamais. Je trouve je trouve même pas ça confortable, en fait. Que ça soit de par les écouteurs, faut retourner le truc, on est peut-être dans les transports. C'est atroce. Donc, moi, j'avais connu vite fait les lecteurs DVD portables. J'avais testé ça vite fait, c'était déjà pas bien. Et c'était malheureusement de la SD à l'époque. Alors là, même en HD, je pense que c'est pas bien. Est-ce que tu regardes en x2 ? Jamais de la vie. Alors là, jamais de la vie. Moi, les gens qui regardent en x2, grand respect, on n'a pas tous le même temps, etc. Effectivement, j'entends. Moi, malheureusement, enfin, heureusement même, je pense, je ne consomme pas en x2 parce que je me dis qu'il y a quand même un gars ou une meuf qui a fait le montage de ça et qui s'est dit ok, là je vais mettre du rythme, là je vais ralentir, etc. Bon, je pense qu'il faut consommer tel que ça nous est présenté. C'est quoi ton binge award, c'est-à-dire le pire tunnel de visionnage non-stop ou l'heure la plus tardive où tu aurais regardé une série ? Community, c'est vraiment mon binge award de fou. Je trouve que c'est une série grandiose. La saison 1 est un petit peu longuette. Au début, on est un peu en mode oh, on sait pas ce qu'on va trop dire, etc. On se fait un peu chier et tout machin. Saison 2, on lâche les chevaux. Non, je t'ai plus, la cour est pleine, c'est incroyable. Binge de A à Z, de Z à Community. Est-ce que tu regardes tes watchlists ? Non. je regarde absolument pas mes watchlists, et je suis même du genre à avoir abandonné mes watchlists parce que je me dis bon, c'est bon, ça me sert à rien, je la regarde pas de toute façon, et tous les soirs j'ai le même problème. Si j'avais une watchlist, je pourrais me souvenir de ce que j'ai mis, et le serpent se mord la queue. Genre, t'as pas un truc en tête que t'aurais mis dans ta watchlist mais que tu regarderas jamais ? Ah, pardon, ça, ouais, si je pense un truc genre La vie est belle. Ok. La vie est belle. Lequel de Benigni ? Ouais. En fait, je sais que c'est un chef-d'œuvre. Tout le monde me dit c'est chef-d'œuvre et tout, mais je le regarderai pas. Non, mais je le regarde pas. Est-ce que les recos des algos, quelle que soit la plateforme, justement, elles sont pertinentes pour toi ? Oui et non. En fait, c'est des algos qui prennent pas trop de risques, j'ai l'impression. Je vois Netflix, par exemple, ça prend pas énorme de risques quand je le laisse faire. Je suis passionné de cinéma d'horreur, et quand ils me montrent des trucs un peu horreur ou psychologique, je suis en mode ouais, je connais le truc, et de temps en temps ça fait mouche, de temps en temps, mais c'est assez rare, je dirais. Est-ce que les films de plateforme devraient pour toi recevoir un Oscar ou un César ? Oui, je pense. C'est des œuvres qui valent la peine en vérité, et qui je crois, se heurtent à d'autres difficultés liées aux plateformes, notamment les budgets, le temps que ça doit prendre, les calendriers de sortie. Enfin, je pense que c'est vraiment des productions à part entière avec leurs problématiques, mais aussi leur qualité. Et je sais aussi qu'il y a des films et des œuvres qui se sont vraiment... qui ont explosé parce qu'elles étaient sur des plateformes et qui en plus étaient de qualité. Moi, il y a un film que j'ai découvert qui, je crois, est un film de plateforme, qui s'appelle justement La Plateforme, voilà, littéralement, qui est un film qui était du coup une commande Netflix, qui est un film espagnol, une commande Netflix. C'est un film que j'ai adoré et que je trouve super novateur, avec plein d'idées super chouettes. C'est du cinéma espagnol, donc c'est cool. Ça nous confronte aussi à un cinéma qu'on connaît peut-être un peu moins en tant que Français. Donc moi, je pense que ça a tout à fait sa place dans ce genre de cérémonie ou dans ce genre de, on va dire, de récompense, je crois. Si t'étais une plateforme, tu serais quoi ? Hulu. Hulu, ils sont trop stylés, ils arrivent à me foutre des trucs où je suis en mode what ? Genre, ils ont récupéré le dernier Hellraiser, là, je suis un fan d'Hellraiser. Bref, et donc quand il y a eu le reboot d'Hellraiser, j'étais en mode mais il faut voir où ? Hulu. Pouah, les boss. Et ouais, ils chopent plein de trucs. Ils avaient chopé The Prey aussi, qui est trop cool, que j'ai vu il y a 2 semaines là.
Donc ouais, je pense Ulu dans ce côté un peu indé cracra de temps en temps que j'aime bien. Et t'en as pensé quoi du reboot du dernier Hellraiser? J'ai adoré. Le reboot? J'ai adoré. Ah ouais, c'est marrant. Plein de bonnes idées. Du coup, Pinhead qui est incarné par cette actrice transgenre dont j'ai oublié le nom et je suis absolument navré, qui remplace du coup Doug Bradley, le légendaire Pinhead, et qui elle le fait à merveille. C'est vrai qu'elle le fait bien. Ouais. C'est fantastique, c'est nacré, c'est blanc, ça va dans d'autres horizons artistiques, c'est magnifique, c'est trop bien. Regardez le Hellraiser. Hulu est disponible en France sur Disney+, d'ailleurs. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, TPK. C'était Merci à ton toi. interview Originals. Merci d'avoir été là. Ouais. Merci à vous pour l'invitation. Et du coup, c'était Originals, saison 2, épisode 4. Donc, on remercie TPK, je rappelle, créateur de contenu gaming, qui était donc notre invité aujourd'hui. On remercie aussi notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Et on souhaite bon boulot à notre Magic Andou à la prod. Qui va sortir les ciseaux là. Pour faire les ciseaux, le montage, tout ça, pour que vous ayez cet épisode que vous écoutez. Et vendredi. Nous, on se retrouve donc vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Salut les copains. Ciao, ciao.